Accord, désaccord avec Guillaume Durand. Il est 8h41. Oui. Bonjour mon cher Luc Ferry. J'ai remarqué hier en regardant donc Jean-François Copé à la télévision, puis après j'ai regardé Nicolas Sarkozy, je me présente, enfin au primaire, mais avec une toute petite voix. Et je le voyais ce matin tout à l'heure chez le confrère de RMC. Il y va, mais tout modeste, tout gentil, oui. C'est ça. Écoutez, je vais être franc, je suis pas sûr qu'on se réveille ce matin à Plougastel, à Cancale ou à Cailloux-sur-Fontaine, à tétanisé d'euphorie parce qu'il y a un énième candidat aux primaires. Maintenant, ces primaires, elles sont quand même importantes parce que il y a des très grandes chances, ou pour certains des très grands risques, pour que ce soit en vérité la présidentielle qui se joue là. Celui qui gagnera la primaire, il a 99,9% de chances d'être élu, donc c'est quand même très important. Et la candidature de Jean-François Copé, elle a un avantage, c'est qu'on parle de cette primaire, et puis ça élargit l'assiette. En vérité, c'est une bonne nouvelle pour les supporters de Juppé, c'est ce que Raffarin a dit très justement hier, parce que plus la primaire est large, plus les gens comprennent qu'il faut aller voter à cette primaire parce que c'est là que va se décider l'élection du président de la République, et plus ça favorise évidemment Juppé. Maintenant, quelles sont les chances de Jean-François ? Moi, j'en sais rien. Il va faire sa campagne. Il y a beaucoup d'articles ce matin dans la presse qu'on a évoqué avec Renaud Blanc qui considèrent que finalement, vous avez Nicolas Sarkozy, puis vous avez le favori Alain Juppé, François Fillon qui est un opposant déclaré à Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé qui ne peut plus supporter Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire qui va probablement se présenter. Ne peut plus supporter Nicolas Sarkozy non plus. En fait, on a l'impression que si vous voulez, c'est un John Ford, quoi. Il est enfermé à Florent-Lamont, qui est les Républicains. Règlement de compte à hockey choral, c'est assez drôle. Est-ce que c'est juste cette analyse des gens? Oui. Ah non, le taux de haine à l'UMP, moi je continue à dire l'UMP, le taux de haine est hallucinant. Oui. Alors cela dit, c'est une grande classique de tous les partis politiques. Je pense pas que le Parti socialiste, c'était pas non. Voilà. Et je pense qu'entre les frondeurs, c'est pas une. Et Chirac, Giscard, c'est pas une nouveauté. Mais là, c'est quand même, ça atteint un sommet parce que tout le monde déteste tout le monde. Et en vérité, les programmes ne sont pas très différents les uns des autres, parce qu'on sent pas sur la question de savoir si on doit voter pour ou contre l'inscription de la déchéance de nationalité dans la Constitution. En vérité, tout le monde s'en fout. Ça n'a aucune espèce d'importance pour le pays. C'est quand même la fiscalité. Enfin, la grande différence apparente, c'est Nicolas Sarkozy dit 25 milliards choc fiscal, et Fillon qui dans le départ de son programme, était pour effectivement une baisse massive des impôts, dit mais tout ça c'est bien joli, mais si c'est la crise mondiale, la troisième, ça sera impossible. Oui, d'ailleurs Fillon a raison, parce que alors maintenant le problème c'est qu'il faut le faire, c'est toujours la même chose quand on annonce des réductions de déficit public. Au début. Oui, mais encore une fois, il faut décliner la chose, c'est-à-dire il faut expliquer comment on fait. Pour l'instant, c'est pas très clair comment on fait des réductions de déficit public. Vous savez très bien que c'est extraordinairement difficile. Je rappelle toujours ce chiffre parce qu'il permet de comprendre les choses. Dans le budget de l'éducation nationale, qui est le plus gros budget de l'État, et que je connais bien pour y avoir consacré quelques centaines d'heures, peut-être même quelques milliers d'heures, dans le budget de l'éducation nationale, plus de 90%, c'est les personnels. Donc quand vous dites on va réduire les budgets, ça veut dire que vous ne renouvelez pas des départs à la retraite, ce qui est le plus facile à faire, ou vous supprimez des postes. Mais soyons clairs, dans l'éducation nationale aujourd'hui, quand on supprime des postes, en tout cas si on le fait massivement, d'abord tout le monde est dans la rue, mais enfin, ça on pourrait dire on est courageux, on passe en force, mais on détériore les taux d'encadrement dans les classes, donc c'est quand même très très difficile à faire. Et vous voyez bien ce qui s'est passé avec la police, la justice. Tout le monde reproche aujourd'hui à Nicolas Sarkozy d'avoir supprimé 10 000 postes de flics ou de juges, et alors qu'on en a évidemment besoin aujourd'hui et que tout le monde le regrette. Donc c'est très difficile de réduire les budgets de l'État, et donc ces engagements de campagne, c'est ce que Raffarin appelait joliment la créativité en période de campagne. Tant qu'on n'est pas au pouvoir, on peut toujours annoncer n'importe quoi. Vous êtes évidemment candidat à une certaine forme d'autocritique. Vous nous avez toujours dit. Pas à la primaire, en tout cas. Vous voyez, la bonne nouvelle, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles ce matin. Mais vous nous avez toujours dit, pas à moi, Sarkozy va gagner la primaire, Juppé est le seul qui pourrait gagner la présidentielle. Or là, vous êtes en train d'évoluer, mon cher Luc. Parce que visiblement, votre certitude... Rien n'est joué. Moi, c'était une prédiction... Un soupçon d'autocritique. Non, mais si vous voulez, moi, j'en serais ravi, puisque, comme vous savez, ma préférence va plutôt à Alain Juppé, donc je serais ravi d'avoir tort. Non, mais sur la mécanique même. Sur la mécanique même, c'est vrai que... Non, ce que j'avais... Et là, je vous rends les armes très volontiers. Ce que j'avais sous-estimé, c'est le fait que Nicolas Sarkozy semble assez peu enthousiaste, assez peu préparé
on a le sentiment, ses amis disent mais il a pas travaillé, c'est pas au point, il a pas. Et puis on a l'impression qu'il rejoue une pièce de théâtre qu'il a déjà jouée, que c'est les mêmes tics, c'est les mêmes mimiques, c'est les mêmes ficelles, et que tout ça sans le réchauffer. Ce que je dis là, c'est pas, je le dis pas par méchanceté, mais voilà, je constate ça. On a l'impression que c'est un remake, comme on dit en mauvais français. Et donc oui, c'est ça peut-être qu'on a sous-estimé. Maintenant, la partie n'est pas du tout jouée. Alors justement, voilà, question. Rien n'est joué pour l'instant. Alors, en tout cas, ce qui est clair, c'est que ça se jouera entre Juppé et Sarkozy. Ça, j'en suis convaincu. Évidemment, question que tout le monde se pose. Pourquoi la partie n'est pas jouée? Pourquoi la partie n'est pas jouée? Parce que je prends un exemple simplement. En campagne, Nicolas Sarkozy a un talent fou. Faut quand même reconnaître que certainement, en termes de, j'allais dire, de bête, d'animal politique, c'est quand même le meilleur. Il a, s'il veut, il a un talent fou. Mais on a le sentiment qu'il n'y croit pas lui-même. On a le sentiment que ça, voilà, qu'il rejoue encore une fois le même rôle, et que ça se voit de très loin quand on voit encore une fois les mimiques, les tics et tout ça. Il y a quelque chose qui ne passe pas dans la communication. Bon, voilà. Maintenant, moi, mon analyse était la suivante, c'est que Alain Juppé était quand même très très plombé par son amitié avec son amitié politique aussi, d'ailleurs avec Bayrou. Quand on dit Bayrou dans un congrès de l'ex-UMP, c'est les sifflets qui se déclenchent. Et donc voilà, c'est vrai que Nicolas Sarkozy a un gros avantage sur Juppé, c'est qu'il réconcilie toutes les droites. Voilà. Je lisais ce matin l'article assez intéressant d'ailleurs qui donne un satisfecit à la Comédie Française du Figaro sur la gestion des théâtres publics. Et j'ai sorti ce chiffre qui est absolument ahurissant pour 2014. Les théâtres publics, quelques-uns donc, qui ont été épinglés par la Cour des comptes, ont distribué 75 000 invitations sur l'année 2014. 75 000 invitations sur les pièces. Alors, les gens qui nous écoutent se disent finalement, c'est la caricature du service public, quoi. C'est surtout la caricature des meetings politiques ratés, quoi. Ce qui est assez fou, c'est d'imaginer que des théâtres fassent la même chose que des politicards ratés qui payent des figurants pour venir dans leurs meetings. Donc c'est quand même hallucinant, oui. Mais ça, c'est pas des figurants, c'est du copinage. Bah oui, mais enfin, c'est pour qu'il y ait du monde dans la salle. Hein. Bon. Parce et donc, qu'il y a c'est quand même. Écoutez, moi, de toute façon, sans être un libéral fou, j'ai toujours détesté la politique du ministère de la Culture, cette politique de subvention à tout va. Et je pense que, voilà, il faut accepter. Moi, j'ai toujours refusé, à titre personnel, d'avoir le moindre financement pour publier un de mes livres. Voilà, si mes livres ne se vendent pas, c'est qu'ils doivent pas se vendre, et ça fait partie du jeu. Mais je ne vois absolument pas pourquoi on doit subventionner en permanence. Alors, avec cette idée absurde qui a toujours enchanté la gauche, c'est que, n'est-ce pas, comme certains arts sont difficiles, ou comme certaines œuvres d'art sont difficiles. Non, c'est pas vrai. Beckett, c'est pas la même chose que Barrière et Grédy. Mais on peut s'en passer, mon pauvre, j'en ai rien à foutre. Et donc, Victor Hugo, c'est le plus grand écrivain, le plus grand poète français, il avait pas besoin de subventions. Il avait aussi les plus grands tirages. Et donc, que ce soit Platon, que ce soit Kant, que ce soit Victor Hugo, que ce soit Rousseau, La Nouvelle Héloïse a été le plus grand best-seller de son temps. Les très grands n'ont jamais eu besoin de subventions. Et donc, c'est absolument faux, cette idée qui s'est installée avec les avant-gardes, qu'on pouvait pas être difficile et de haut niveau, et en même temps populaire. Mais c'est totalement faux, c'est exactement l'inverse. Et donc, c'est simplement parce que l'avant-garde est super chiante qu'on a besoin de la subventionner. Je sens qu'on est arrivé sur un terrain qui vous met de bonne humeur le matin, le lundi. Oui, je me réveille. Oui, mais par exemple évidemment qu'il faut les subventionner. Alors, d'ailleurs, ça peut très bien être fait par le marché. Notre ami François Pinault subventionne l'art contemporain, très bien, mais c'est son problème. Et je suis ravi qu'il le fasse, tant mieux, c'est son affaire, c'est sa passion, et je trouve ça tout à fait admirable, même si je déteste généralement les œuvres qu'il subventionne, mais tant mieux, c'est fait par le privé, c'est son droit, mais c'est pas le rôle de l'État. L'État n'a rien à voir là-dedans. Est-ce que vous pensez qu'Audrey Azoulay, qui est la nouvelle ministre de la Culture, va pouvoir changer quelque chose? Non. Dans le sens que vous évoquez. Non, elle est décrite, on n'en sait rien, moi je ne la connais pas. Non, mais c'est pas le problème, c'est qu'elle n'a pas le temps. C'est fini. Comment? On n'a pas le temps, c'est fini. Quand il reste une année, il suffit de réfléchir en termes de mécanique politique, mécanique législative, pour comprendre qu'on ne peut rien faire. Quoi. Aussi, vous pouvez nommer des gens, c'est tout. Bon, mais je suis arrivé, si la logique, je passais par les théâtres, c'est pas du tout parce que j'adore la Comédie Française et l'Odéon, j'y vais tout le temps. Mais c'était parce que se repose dans la gestion et effectivement des équilibres publics éternellement la question des intermittents, avec ceux qui disent c'est consubstantiel à notre profession, le spectacle, et ceux qui disent c'est un scandale puisque ça coûte 1 milliard à la collectivité nationale. Donc, la vérité est comme toujours entre les deux extrêmes, voilà, c'est tout, parce qu'en effet il y a quelque chose de particulier dans le métier des artistes, des comédiens, c'est qu'en effet ce sont structurellement des intermittents, donc a priori le système des intermittents sur le papier n'est pas un système détestable ou mauvais,
mauvais, c'est compréhensible parce que c'est un métier ou une vocation très particulière. Moi, vous voyez, je suis ouvert à la discussion sur le sujet, mais en même temps, il est évident que cette logique du financement des intermittents, elle a été totalement dévoyée, notamment par les grandes chaînes de télévision, comme vous le savez, qui ont financé à tour de bras des gens qui n'avaient rien à voir avec les métiers d'artistes. Donc c'est aussi ça le problème. Pour ça que ça coûte très très cher. Quand vous regardez de près le détail, c'est devenu un véritable scandale ambulant. Mais au départ, voilà, le fait qu'on... ça arrange tout le monde. C'est un scandale, mais qui arrange tout le monde. Les chaînes ont profité d'un effet d'aubaine alors que ça n'était absolument pas au départ destiné à ça. Voilà. Et donc il n'y a plus de politique. Vous diriez ce matin qu'il n'y a plus de politique culturelle publique possible en France. Non, c'est pas ça. Il y en a probablement, mais pas dans le temps qui reste au gouvernement mis en place par François Hollande, dont vous avez vu que c'était un gouvernement totalement politicard. Donc il s'agit de réintégrer les Verts pour préparer la campagne de François Hollande et nous rejouer le coup de la gauche plurielle. Donc on a quand même un remaniement qui est le plus ridicule de toute l'histoire de la Ve République. Il faut dire les choses comme elles sont. Et tout le monde le sait, tout le monde le voit. C'est vraiment... Alors, vous savez, les fils blancs, ils finissent par se voir. On est dans une société de transparence. Il y a beaucoup de commentateurs, beaucoup de critiques, et on voit les choses comme elles se passent. Donc, on voit bien que faire rentrer 3 écolos, c'est parce que le seul truc qu'Hollande estime avoir réussi, d'ailleurs, à mon avis, à tort, c'est la COP21. Votre invité tout à l'heure, le patron David des Cormand. Verts, oui, qui a l'air très sympathique d'ailleurs, a dit justement les choses. Non, la COP21 n'est pas un succès, c'est pas vrai. Ce qui serait un succès, c'est éventuellement de mettre en pratique ce que je vous dis depuis le début sur la COP21, de mettre en pratique les décisions qui ont été acté dans ce grand barnum médiatique. Question, est-ce que vous reprendriez le titre du Parisien? Parce qu'on a parlé beaucoup de la droite, parlé un peu de la gauche. Est-ce que vous considérez donc effectivement, François Hollande, c'est Monsieur Bricolage, comme l'a écrit le Parisien à la une. Oui. Elle est assez... Oui, c'est assez mignon, oui. Oui, ça lui va bien. C'est une vacherie absolue. Oh bah oui, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas toujours être aimable avec les hommes politiques. Il faut aussi qu'ils acceptent la critique, ça fait partie du jeu. Non, moi, ce que je dirais de François Hollande, c'est que c'est sûrement pas un mauvais homme, mais le sentiment qui se dégage de son quinquennat, c'est qu'il est pas au niveau, c'est tout. C'est aussi bête que ça. Je pense que c'est ça qui envahit le peuple français, à droite comme à gauche. C'est le sentiment que cet homme n'est pas forcément un mauvais homme, mais que, encore une fois, comme on dit à la pêche, il fait pas la mesure. Voilà. Mais ça, c'est pire que tout. C'est pour ça que, encore une fois, la primaire UMP, ce sera l'élection présidentielle. C'est à cause de ça. C'est parce que la gauche est plus en état et François Hollande a complètement raté son quinquennat. Mais il y a une chose qui est frappante, vous savez, il y a un langage du corps et de l'attitude. Vous connaissez ça? Oui. Même, ce qui était frappant, c'est interview de François Hollande l'autre jour, c'est que les 2 journalistes qui ont une bonne dizaine d'années de moins que lui avaient l'air beaucoup plus fatigués que lui, beaucoup plus marqués que lui par les événements. Donc il y a quand même quelque chose de particulier dans la façon dont Hollande se consume, c'est qu'il ne se consume pas alors que la presse passe ça tous les jours. Mais écoutez, tout à l'heure vous avez parlé justement d'une certaine forme, peut-être j'ai tort, mais d'une certaine forme de délabrement psychologique de Nicolas Sarkozy face à l'épreuve, même s'il garde... Oui, il a l'air très fatigué, tout blanc, il a l'air... alors que François Hollande, il est rose, il n'a pas une ride. Non, mais parce qu'il est content. Mon hypothèse est la suivante. Mais enfin, c'est beaucoup plus marquant de la psychologie de bazar. Non, mais pas du tout. Non, mais enfin, on risque en tout cas, c'est un terrain glissant. Moi, mon sentiment, c'est que Hollande n'avait aucune chance véritable d'être élu. Tout le monde sait qu'il a été élu par défaut et qu'au fond, il est fou de joie. Il jubile, évidemment. Il jubile d'être là et que de toute façon, il estime que c'est déjà absolument formidable de rester dans l'histoire comme président de la République française et que voilà, il a réussi son pari et que en plus c'est un homme qui, je crois, est en vérité, il doit être assez cynique et qui est beaucoup plus dur qu'on ne l'imagine et qui, encore une fois, doit être très très heureux d'avoir déjà réussi ça. Enfin, Fabius l'a pas réussi, Rocard l'a pas réussi. Lui, d'un seul coup, il se retrouve propulsé à l'Élysée. Il y a pas de quoi être malheureux. Vous savez, on croit toujours que les hommes politiques souffrent. En vérité, quand ils sont au pouvoir, ils souffrent pas. Ils sont très heureux. Ils ont passé toute leur vie à rêver de ça. Aussi. Regardez la fin de Mitterrand, la fin de Chirac, non, la mais fin Mitterrand de était malade, c'est autre chose. Oui, d'accord, mais Chirac n'était pas malade. Aussi était malade. Elle avait, je ne sais pas ce qu'elle avait, si c'est un Alzheimer, mais enfin. Reagan, non, mais je parle de la fin. Et Chirac aussi. Vous voyez bien, là, vous prenez 3 malades, 3 très très gravement malades. Mais sinon, c'est la politique qui les a détruits. Non, là, ce sont des vraies maladies. Mais j'ai pas dit que c'était pas des maladies. Non, ils avaient l'un un cancer, l'autre une rupture d'anévrisme, l'autre un Alzheimer, donc c'est autre chose. Non, ils sont détruits quand ils quittent la politique, parce que c'est une chute de tension.
dimension terrible pour ceux qui ont la passion absolue de la politique. Et vous voyez, comme ils l'ont, et c'est quand même des grands narcissiques, il ne faut pas s'y tromper. Je voudrais qu'on écoute dans le zapping de ce matin Éric Woerth, donc député républicain, vous le savez. Un des rares intelligents dans ce paysage politique, oui. Voilà, il affirme, contrairement à ce qui s'écrit ce matin, la solidité de son parti. Nicolas Sarkozy, il sera peut-être candidat, j'espère qu'il sera candidat. Je pense qu'on a besoin de lui à l'élection primaire. C'est une situation nouvelle. Et Nicolas Sarkozy, il est pas remis en cause à la tête du parti. On a un parti solide et Nicolas Sarkozy incarne cette solidité. Regardez ce que c'était il y a 1 an et demi. Jean-Christophe Cambadélis, dernier point de ce zapping bref de ce matin, donc le premier secrétaire du Parti Socialiste, lui commente les primaires à droite. Il n'y a pas de candidat idéal. Aujourd'hui, il y a des candidats redoutables. Quand on voit le programme, parce que là, on fait le casting, mais quand on voit le programme qui est développé, qui est proposé, qui parfois est même caché, jamais, sous la Ve République, la droite n'a été aussi à droite. Tout court. Voilà, donc il est 8h57 sur l'antenne de Radio Classique. Déclaration d'amour d'Ève Ruggieri à Luc Ferry, qui lui-même lui répond. C'est un dialogue digne de la comédie française, en tout cas sur Radio Classique, vous avez bien raison. Bonjour ma chère Ève. Ne me répondez pas, vous n'avez pas de micro, donc vous allez passer à l'as, ce qui serait quand même dommage, vous êtes notre diva maison. 8h57, nous allons à la bourse.